On va reprendre les activités de notre colloque sur Biden et le Moyen-Orient. J'espère que vous avez apprécié les deux ateliers qu'on vous a proposés aujourd'hui, des discussions animées, intéressantes, des points de vue parfois divergents, des débats. C'était intéressant. Et on va poursuivre la discussion sur le thème du colloque d'aujourd'hui en interagissant avec deux personnes qui vont clore en fait les discussions du colloque. Donc, on vous propose deux dernières interventions et je veux commencer par vous présenter Madame Anna Eskrojima, qui est consul générale au consulat des États-Unis à Montréal. Je disais ce matin que l'équipe du consulat des États-Unis à Montréal nous a permis de recevoir Monsieur David Wiesel, qu'on a rencontré ce matin. Et on a aussi la chance d'accueillir Madame Eskrojima. Je vous la présente tout de suite. Elle est consul générale des États-Unis à Montréal et elle œuvre au sein du service diplomatique américain depuis 17 ans. Sa plus récente affectation, et c'est là que c'est important, c'est très important pour d'autres raisons, et on est très content de la recevoir, mais lorsque je l'ai rencontrée la première fois, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle a une longue expérience au Moyen-Orient et sur ces questions. Donc, c'est tout à fait intéressant pour cette raison également de la recevoir aujourd'hui. Elle a été directrice des affaires régionales et multilatérales au bureau du Proche-Orient au State Department. Elle a servi aussi à titre de chef de mission adjointe de l'unité des affaires yéménites en Arabie saoudite, établie en 2015 à la suite de la fermeture de l'ambassade des États-Unis à Sanaa au Yémen. Ancienne boursière RUSC du Institute for the Study of Diplomacy de l'Université de Georgetown, elle possède une vaste expérience tant à l'étranger qu'à Washington. Elle a été porte-parole en langue arabe pour le département d'État basé aux Émirats arabes unis. Elle a servi à titre de responsable des affaires publiques en Algérie, où elle supervisait l'ensemble des interactions bilatérales dans les domaines de la culture et des médias. Anna a également œuvré dans les bureaux des affaires politiques des ambassades américaines en Irak, en Syrie également. Elle a été adjointe spéciale de l'ancienne sous-secrétaire d'État aux affaires publiques, Mme Wendy Sherman. Elle était alors responsable pour des dossiers liés au Moyen-Orient et plus particulièrement aux dossiers liés aux négociations avec l'Iran sur le nucléaire iranien, justement, donc des questions qu'on a abordées aujourd'hui. Elle est originaire de New York. Elle détient un baccalauréat en relations internationales et affaires internationales et en français de l'Université Brown. Elle était boursière Thomas Pickering Foreign Affairs à Brown aussi. Et elle détient une maîtrise de la School of International and Public Affairs de l'Université Columbia. Madame la consul, bonjour. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour l'activité d'aujourd'hui. Et lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, je savais que vous aviez une longue expérience au Moyen-Orient et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui suivent nos cours qui seraient intéressés par une carrière en diplomatie. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience diplomatique dans la région, ce que vous avez fait, peut-être des choses qui vous ont marqué là-bas? Merci pour cette introduction, Frédéric. Et je vous félicite pour ce colloque. Je pense que c'est le bon moment pour avoir ces discussions. Et oui, là, je dirais que ça fait 17, presque 18 ans que je travaille avec le département d'État et toute partie de ce temps-là, c'était au Moyen-Orient. Et je me rappelle en étant une plus jeune diplomate en Tunisie, c'était ma première poste 2003. J'étais étudiante en langue là-bas. Et je me rappelle que j'étais très émouvée par les mots d'un des plus importants poètes et leaders tunisiens, Abou Qasim El-Chabi, qui a dit « Lorsque un jour le peuple veut vivre, force est pour le destin de répondre. » Et là, je peux dire qu'après 17 ans, la région est devenue beaucoup plus compliquée avec les guerres, les conflits, le printemps arabe, les médias. Et pourtant, je dirais que les États-Unis restent une puissance, un acteur très important dans la région et ça rend la diplomatie publique, ça veut dire les échanges et les communications entre les peuples, même plus importants. Vous avez été là de 2003 jusqu'à 2016 ou 2017, si ma mémoire est bonne? Oui, j'étais en Tunisie en 2003, et après en Syrie, 2004 à 2006, Irak, l'année après de ça.
et 3 ans à Dubaï en tant que porte-parole pour les États-Unis en langue arabe. Après ça, je suis revenue à Washington où j'ai travaillé sur les enjeux du printemps arabe, mais de Washington. Et puis, je suis revenue en région en Algérie en 2015 et puis après ça, à Arabie Saoudite. Et durant, tout, et durant toute cette période-là, cette longue période là, de votre arrivée à votre départ de la région, qu'est-ce qui a le plus changé là, selon ce que vous avez pu observer sur le terrain? Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a changé durant cette période-là? Quand j'ai commencé mon carrière juste après le 11 septembre, bon, je suis arrivée en Tunisie, exact. c'était quelques mois après la guerre d'Irak. Et c'était, on était en train d'essayer d'expliquer notre stratégie et nos bonnes intentions aux partenaires dans la région pour encourager ce qui était en train de dérouler comme processus démocratique en Irak. Je dirais que aujourd'hui, bon, on a vu plusieurs développements, conflits militaires, plusieurs acteurs qui se battent pour influencer la carte géopolitique de la région et aussi les demandes du peuple pour la démocratie dans la région. Donc, je dirais que c'est dynamique et aussi, il y a un très fort média qui permettent au peuple de raconter leurs histoires et leurs perspectives pour eux-mêmes et faciliter ce dialogue. Donc, je dirais que c'est pour des diplomates, c'est des challenges sont beaucoup plus grands, mais comme j'ai dit avant, je pense que ça rend les échanges entre, par exemple, la jeunesse, le peuple, beaucoup plus importants. Je dirais que la tradition diplomatique classique, c'est de commencer à se focaliser avec les élites. Et je dirais qu'avec le printemps arabe, tout le monde a compris que c'est beaucoup plus important d'essayer aussi de comprendre ce qui est en train de se dérouler avec le peuple dans les rues, en disant. Et donc, vous vous êtes intéressé beaucoup à la diplomatie publique. Ça fait partie des outils à la disposition des diplomates pour essayer de faire progresser, avancer les stratégies politiques des États-Unis dans des pays du Moyen-Orient. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est la diplomatie publique et concrètement, quelles sont les choses qui sont faites au Moyen-Orient pour, disons, promouvoir les intérêts des États-Unis dans la région? Merci de cette question. Moi, je dirais tout simplement que la diplomatie publique, c'est soit à travers des porte-paroles qui expliquent la politique des États-Unis, soit à travers des programmes qui permettent les échanges éducatifs, culturels, des visites et des échanges, permettent des peuples américains et des peuples à l'étranger pour avoir plus de contacts directs. Et là, je vous donne, peut-être c'est mieux si je vous donne un exemple. Oui, allez-y. J'étais diplomate en Irak et j'ai travaillé dans la section politique et on était en train d'encourager le processus démocratique et j'ai eu un collègue dans la section de presse qui m'a demandé si je pouvais faire un entretien avec un journal irakien pour expliquer qu'est-ce que l'ambassade était en train de faire. Et là, j'ai eu un dialogue, c'était un débat, un dialogue avec le journaliste et on n'était pas d'accord sur tous les points du tout, mais au moins, on a eu l'occasion d'exprimer la politique américaine en direct parce qu'il y avait tout un débat qui se déroulait dans la presse, mais il n'y avait pas de perspective de gouvernement. Donc là, j'ai utilisé cette expérience, ça m'a inspiré de me postuler pour devenir porte-parole à Dubaï où j'étais disponible 24 sur, chaque jour, 24 sur 24 pour faire des entretiens, des dialogues avec les médias pan-arabes qui étaient à cette époque-là vraiment en train d'être en croissance d'influence pour toute la région, pour parler de tous nos politiques. Donc, lorsque les négociations ou des réunions diplomatiques entre les acteurs diplomatiques sont en train de se passer, nous devons aussi expliquer aux audiences c'est quoi la politique américaine. En langue arabe aussi, c'est ça l'important que c'est dans la langue.
Et il y a aussi des échanges éducatifs de toutes sortes. Je me souviens en 2005, j'avais participé à un programme du State Department qui était le US of the Study Institute, American Politics and Political Thought ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas du nom exact et peut-être que les noms ont changé. Mais je me rappelle que le programme était destiné à des professeurs, des futurs professeurs d'un peu partout dans le monde qui, pendant 6 semaines, passaient du temps aux États-Unis dans des cours sur le système politique américain, la pensée politique. Et je me souviendrai toujours, il y avait un professeur d'Irak à ce moment-là, c'est en 2005, peu de temps après le début de la guerre en Irak et évidemment son premier voyage aux États-Unis, ça avait été toute une expérience pour lui. Est-ce qu'il y a encore de ces échanges éducatifs-là? J'imagine que oui, mais est-ce que c'est encore au cœur de la stratégie de diplomatie publique des États-Unis dans la région? Oui, c'est absolument au cœur de la stratégie des États-Unis dans la région. C'est pour 50, 60 années, on a organisé et diffusé ce genre de programme et c'est quelque chose de très important. Et là, à cette occasion-là, moi, j'ai voulu partager avec vous un quote de quelqu'un que peut-être vous connaissez, J. William Fulbright. Qui a dit « L'éducation est une force lente mais puissante. Elle n'est pas peut-être assez rapide ou assez forte pour nous sauver d'une catastrophe, mais c'est la force la plus puissante disponible à cette fin et à sa place. n'est donc pas à la périphérie, mais au centre des relations internationales. Et je dirais que nos deux peuples, vraiment nos sociétés peuvent bénéficier des gains, des innovations et de ce partenariat et des influences des participants américains qui reviennent aux États-Unis et aussi des participants étrangers qui reviennent à leur pays d'origine. C'est très important aussi dans le cadre de la relation canado-américaine et je sais qu'on aura l'occasion de se reparler de ces thèmes-là dans d'autres activités de la chaire Raoul Dandurand. Je vois que le temps file et que vous avez une autre rencontre à 12h15, c'est le Festival des Zooms depuis le début de la pandémie et je sais que c'est votre cas aussi, vous me l'avez déjà dit. Je sais que vous devez quitter, mais je voulais vous remercier encore une fois d'avoir participé à la discussion aujourd'hui. Votre perspective est extrêmement intéressante. La perspective terrain ajoute toujours beaucoup aux réflexions plus théoriques qu'on peut avoir dans les salles de classe et je trouve ça important pour les étudiants et étudiantes, comme je le disais, qui veulent faire carrière en diplomatie, d'en apprendre un petit peu plus sur votre travail. Et merci beaucoup de votre temps et d'avoir collaboré avec nous aujourd'hui. Et ce sera un plaisir de vous revoir dans de prochaines activités. Merci beaucoup et je vous félicite encore une fois à vous et à l'équipe, à Samy. Je vous souhaite bonne fin de conférence. Merci et je vous l'ai déjà dit ça, mais bienvenue à Montréal et ce sera un plaisir de collaborer avec vous au cours des prochaines années. Merci beaucoup. Les prochaines semaines aussi, on va se revoir. Merci. Merci, au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Ce qui me mène à vous présenter notre dernier conférencier de la journée. Je l'ai nommé au début du colloque. Vous le connaissez, j'en suis certain, mais je vous le présente à nouveau. Samy Aoun, qui est directeur de notre observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il est également professeur associé à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, où il a été professeur pendant de nombreuses années. Il reste très, très impliqué avec l'École de politique appliquée, même si, comme je le disais avant qu'on entre en ondes, il est un petit peu sur le sillon de la retraite, mais reste très actif, comme vous allez le voir aujourd'hui. Il nous aide encore presque quotidiennement à tenir toutes sortes d'activités à l'OMA. On se rencontre régulièrement pour penser à de nouveaux projets qu'on peut lancer ensemble. C'est toujours un plaisir de collaborer avec lui. Vous le connaissez notamment parce que vous l'avez vu régulièrement et vous le voyez encore commenter ce qui se passe au Moyen-Orient, la géopolitique au Moyen-Orient dans les médias, ici au Québec et au Canada, à la télévision, à la radio de Radio-Canada notamment. Sur le plan scientifique, il est membre du groupe SODRUS, Société, droit et religion de l'Université de Sherbrooke. Il a mené de nombreux travaux de recherche sur les enjeux et les conflits politiques au Moyen-Orient. Il s'intéresse à la légitimité des systèmes politiques du Moyen-Orient, à l'islam entre tradition et modernité, à l'histoire politique contemporaine du Moyen-Orient. Et j'attire également votre attention sur le fait qu'il vient de faire paraître tout récemment
un ouvrage co-dirigé avec David Morin sur le nouvel âge des extrêmes, les démocraties occidentales, la radicalisation et l'extrémisme violent. Ça vient tout juste de paraître, 568 pages à se mettre sous la dent sur ces thèmes et c'est paru aux presses de l'Université de Montréal. C'est un ami de longue date et je suis content de le retrouver, même si je ne peux pas le voir en personne ces jours-ci. Et sans plus tarder, je lui cède la parole. Il va prononcer la conférence de clôture de notre colloque d'aujourd'hui. Merci, Samy, d'être là et je t'écoute avec... Je t'écoute, j'ai très hâte de t'entendre. J'espère que tu m'entends aussi. Oui, merci beaucoup, Samy. Frédéric. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et certainement, nous avons eu un délice d'analyse, perspectives différentes, divergentes sur beaucoup de points, mais aussi en complémentarité. Personnellement, je suis très conscient qu'on n'a pas d'échange par après et que je clôture et peut-être les commentaires sur ce que je veux dire ne seront pas pour l'instant possibles. Mais ce que je vous propose, c'est comme un recoupement entre les approches des deux panels et voir où sont les convergences, les nuances, les divergences. Certainement, je crois que Mylène et Julie-Pierre sont maintenant penchés pour nous chercher les éléments pour un colloque qui pourrait être sur le campus présentiel sous peu, espérons bien. Alors, mais pour essayer d'avoir un peu une idée de ce qui est arrivé et comment on peut regarder les choses plus profondément. Tout d'abord, quelles sont les conséquences pour le Moyen-Orient d'arrivée de M. Biden avec une nouvelle administration? Alors, les deux points qui ont été soulevés, premier panel, espoir et crainte pour le Moyen-Orient, deuxième panel, c'est a new era of foreign policy. Alors, voir un peu, est-ce que nous avons une rupture et continuité entre les différentes administrations. Alors, je vous propose, première pensée, si vous le permettez, pensée générale, sur cette politique étrangère et décision stratégique américaine à l'égard du Moyen-Orient, continuité où il y a une rupture. Deuxième point, c'est sur le Moyen-Orient en tant que tel, comme malheureusement qui est en déficit de puissance, surtout du côté du monde arabe, où on voit que l'ordre qu'on appelait traditionnellement l'ordre régional arabe, il est quand même assez éclaté, même effiloché. L'autre point qui est un peu idéologique, mais qui est assez intéressant pour comprendre pourquoi ce Moyen-Orient est devenu presque un champ de bataille pour différentes guerres, qu'elles soient des guerres de procuration, proxy war, ou guerres asymétriques, ou cette résurgence assez inquiétante, je dirais, des États semi-faillis ou presque faillis, et aussi l'émergence des acteurs non étatiques qui deviennent plus puissants même que les États en place ou les armées en place. Alors voilà, pour la première, et après je mettrai peut-être en relief deux questions importantes sur le duo russo-iranien, sur un problème qui n'a pas été bien, je crois, faute de temps, sous un fort éclairage, qu'il soit sur l'Iran russe en Syrie et qu'il soit peut-être au Liban avec le Hezbollah. Et l'autre point, la question de la Turquie et les relations avec les Kurdes, qui a été certainement bien détaillée, que je passe un peu rapidement. Et il reste une question d'avenir que Madame la Consul générale vient de nous dire, son expertise assez importante sur le printemps arabe. Qu'est-ce qui va arriver avec l'administration Biden, avec ce printemps arabe? Et on voit peut-être en Libye maintenant, il y a une possibilité de sortie de crise qui est quand même assez solide, assez prometteur, sans mettre ma main dans le feu, mais pratiquement, est-ce que ce serait un modèle pour les autres cas, qu'ils soient la Syrie particulièrement, ou le Yémen, pourquoi pas? Alors, commençons tout d'abord par cette question de continuité et de rupture. Comme vous l'avez remarqué dans les deux panels, c'était un point assez important. Est-ce qu'il y a un clear break with the prior administration? Ça, c'est un peu une hantise chez les Américains de voir un peu s'il y en a.
Mais sauf qu'on remarque avec professeur Lenz, il a bien saisi le point en disant il y a toujours cette obsession de eternal reset, mais jamais ce reset se fait vraiment comme on l'aspire. Mais pour vous dire un peu un point sur la continuité, je l'ai remarqué un peu avec Henry Kissinger, qui a dit qu'il conseille à l'administration Biden de suivre sur les mêmes traces et mêmes approches que l'administration Trump. Et il a appelé cette administration Trump et sa politique étrangère brilliant Middle East policy. Et il fallait ne pas s'attendre à ce que Jared Kushner, qui a été cité à plusieurs reprises dans les deux panels, dire que l'approche Biden est pratiquement, surtout both on Iran, as a smart diplomacy. Donc, on comprend très bien ce que plusieurs analystes, mes illustres collègues et les invités, ont essayé de bien signifier qu'il y a quelque chose dans le deep state et dans l'establishment américain qui est plus profond que, par exemple, la personnalité du président Trump, qui est assez erratique et qui est assez égocentrique. Mais cela, c'est plus, je dirais, la façade, mais pas nécessairement, justement, où se cuisinent vraiment les decision-making aux États-Unis comme une hyperpuissance, certainement, qu'elle soit unilatérale ou non, qu'elle soit hégémonique ou non, ça c'est un point à discuter encore. Mais derrière ce point, il y a deux remarques à bien faire dans une perspective moyen-orientale. Certainement, la puissance américaine est une puissance qui n'a pas fait des cadeaux et peut-être elle a des interventions comme un éléphant dans une salle de porcelaine, comme on dit le plus souvent. Elle a fait beaucoup de casse. Mais n'oublions pas un autre point. Qu'est-ce qu'on fait en tant que Moyen-Orientaux en général quand il y a un vide américain, quand il y a un retrait américain? Alors ça, c'est un point qui n'est pas résolu et on n'a pas une réponse claire. Au moins, elle n'est pas consensuelle et pour surtout, elle n'est pas très largement appuyée par ni les élites au pouvoir, ni d'autres élites dans l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est le paradoxe avec les Américains et la politique américaine au Moyen-Orient. Elle est à la fois haïe et détestée, mais surtout encore, elle est sollicitée. Et ça dépend de votre place dans la lutte au pouvoir ou les rivalités entre les puissances ou entre les acteurs, qu'ils soient étatiques ou non étatiques. Et voilà, avec l'administration Biden, dans son slogan « America is back », on ne comprend pas pour l'instant quelle sorte de rééquilibrage il va faire. Est-ce que vraiment il va comment naviguer entre ce qu'on appelle dans le jargon américain le ideal politics and the real politics? Alors, on a remarqué, et je crois que Frédéric a bien signifié ce document important, le Interim National Security Strategic Guidance, et on voit que M. Biden est en train de faire dormir le loup avec l'agneau. Et ça, c'est un peu difficile. Entre un peu d'utopie et un peu de real politique, on n'est pas sûr que vraiment, lui, il a mis la boussole d'une façon assez, je dirais, déterminée ou catégorique. Donc, les États-Unis sont toujours en train de vaciller entre un unilatéralisme qui est presque impossible et un multilatéralisme qui n'est pas toujours fonctionnel et au profit et dans les avantages des différents acteurs au Moyen-Orient. Et encore, on le remarque dans les deux panels, et quelque chose qui peut-être je veux l'exprimer à ma façon, qu'il y a peut-être un retour sur la doctrine Carter, qui est outdated, à peu près, tout le monde l'a dit, elle garde quelques traces, mais elle est outdated en général, mais on ne sait pas au juste cette question de is America in retreat? Alors, pratiquement, le professeur Gause l'a mentionné, qu'il ne croit pas qu'il y aurait un retrait facile. Et moi, je dirais peut-être un peu à l'anecdote, si le Moyen-Orient, si vous le quittez, c'est lui, il ne vous quittera pas. Et les Américains sont presque pris dans ce, je ne vais pas dire poudrière, mais dans cet échiquier très complexe du Moyen-Orient.
Alors, ils ne peuvent pas quitter, même s'ils deviennent de plus en plus réticents. Donc, il y a ce qu'on appelle des priorisations du Moyen-Orient, c'est clair, avec Private Asia, avec M. Obama, et avec M. Trump, un peu le même, je dirais, repris sur soi, le America First, et avec M. Biden, peut-être une autre expression, mais qui signifie au moins, je ne veux pas m'enfarger et être pris dans les tiraillements de ce Proche-Orient ou Moyen-Orient, d'où ces problèmes qui sont insolubles, en quelque sorte, au moins dans leur perception. Alors voilà, nous avons cette, comme je dis, un peu soit le end of grand strategy, c'est-à-dire que c'est fini, les Américains devraient think small et non pas être ni hégémonique, ni impérialiste, et ne pas peut-être aller dans des lieux où leurs intérêts ne sont pas bien servis, ou au moins, une autre façon de le dire, où leurs valeurs et leurs intérêts ne s'accommodent pas, ne s'équilibrent pas. Alors c'est mieux peut-être de se retirer ou prendre ses distances. Mais cela, comme on dit, le Moyen-Orient ne vous laisse pas tranquille. Alors, pourquoi il est important et pourquoi il n'est pas moins important? Ça a été dit que peut-être le pétrole n'est plus si vital pour les intérêts américains et je crois par-ci, pour partie, a bien signifié qu'aujourd'hui les Américains ne sont pas ni tributaires ni dépendants de ce qu'on appelle les hydrocarbures du Moyen-Orient ou de la région du Golfe, si vous voulez simplement être plus précis. Alors, oui, ils ne le sont pas, mais il y a d'autres éléments qui les attirent. Et voilà, je veux les encapsuler en une, peut-être menace importante, c'est l'arrivée de la Chine en force. Et je partage l'idée que la Russie va rester un minor player, malgré que M. Poutine joue bien du judo, il peut faire quelques frappes ici-là, mais ça devient un peu dans la case d'acrobatie que plus d'avoir une expansion qui pourrait menacer pour de vrai les intérêts vitaux ou les alliances des États-Unis dans la région. Alors si je prends cet exemple de la politique chinoise bien connue, One Belt, One Road. Alors, c'est un point crucial pour les Américains. Toute la bataille en Iran sur le régime iranien, avec le régime iranien, pourrait être résumée que les Américains ne veulent pas vraiment un enracinement chinois déjà en Iran. D'ailleurs, je crois, Pierre Pahlavi l'a très bien signifié, que peut-être les Iraniens sont retournés en force, c'est grâce justement peut-être au trafic illégal du pétrole iranien vers eux. Et comme ça, les Chinois ont aidé les Iraniens à sortir des sanctions ou à minimiser les sanctions ou à rendre les sanctions américaines presque caduques qui ne touchent pas leur cœur de système. Alors voilà, si jamais on peut prendre pour acquis que l'administration Biden voit bien cette menace chinoise en général et surtout au Moyen-Orient, on va comprendre maintenant la stratégie américaine qui va devenir, si vous voulez, assertive, plus déterminée, plus dominante. Alors on voit un peu la stratégie Biden diffère de la stratégie Trump, comme ça a été, je crois, bien effleuré, avec ce phénomène de Quad. Quand il a regroupé les grands de l'Asie, Inde, Japon, et ainsi les Américains commencent à faire une stratégie d'encerclement ou d'endiguement, peu probable que ça réussisse au juste, mais ça peut avoir un effet de ralentissement sur l'expansion chinoise dans la région. Alors, je viens un peu, si vous voulez, plus sur le Moyen-Orient. Il y a une stratégie militaire qui est embryonnaire. On n'est pas sûr de son succès. On n'est pas sûr s'il va avoir une continuité militaro-stratégique. C'est la faisabilité d'un NATO for the Middle East, un OTAN pour le Moyen-Orient.
et qui pourrait être assez large pour même aller chercher des pays arabes et surtout l'Égypte qui est le pivot de l'ordre politique arabe qui est peut-être à ce moment en difficulté majeure, mais aller l'élargir, même aller chercher peut-être la Grèce et Chypre et autres. Le fait de poursuivre sur ce chemin sans garantie de succès, c'est justement après l'idée que l'OTAN, le réel, est dans une mort clinique, comme le président Macron l'a très bien cité. Alors pourquoi le NATO? C'est justement, peut-être, fort probablement, aller encercler l'Iran et rendre sa position plus difficile dans son expansion dans la région, comme cela est perçu par ces puissances rivales. Deuxième point, c'est contre la Turquie, où la Turquie n'a pas joué avec fidélité, comme ça on le voit ou on l'estime dans les milieux de l'OTAN, parce qu'elle a joué le rôle de l'ennemi ami à la fois, et ça a créé beaucoup de soupçons sur sa fidélité, si vous voulez, à la stratégie américaine ou stratégie occidentale. Et avec le S-400, aussi le monsieur Erdogan, comme ça a été expliqué par Mehmoud, très bien, il a compris les limites de sa politique, d'où maintenant, sous l'effet Biden, ou minimalement, ou directement, ou indirectement, monsieur Erdogan joue de nouveau, montre patte blanche, et avec soi l'Égypte, et c'est pourquoi il a laissé tomber, au moins partiellement, les frères musulmans qui étaient son cheval de bataille dans la région. Alors, si on va maintenant plus sur la question de la paix, certainement, et ça a été dit par Professeur Rose encore, qu'il n'y a aucun traité de paix dans cette région qui n'a pas été signé par les Américains ou parrainé par les Américains. Alors, soit on leur donne un crédit pour ça, soit on peut l'ignorer. Ce n'est pas le point. Le point, c'est que maintenant, le Moyen-Orient, encore une fois, je dirais, avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, et peut-être on va l'élargir encore, en scellant sous l'administration Trump la paix avec Israël, qu'elle soit solide ou pas, ça, l'histoire va le dire, mais pratiquement, on a divisé le Moyen-Orient entre un Proche-Orient, Syrie, Liban, Irak et Palestine, dans une détresse assez profonde et même, je dirais, assez tragique. Et l'autre côté, Golfe et partie du Maghreb, le Maroc, et maintenant avec la Libye qui peut-être reprend un peu son souffle, on est dans une région qui est plus pacifiée, moins troublée, et voilà, et sans surprise, elle est en bon terme avec les États-Unis en général, même si on n'apprécie pas beaucoup l'administration Biden, où on a voté contre à ce moment. Donc, ça, c'est un point à remarquer que dans les deux panels, j'ai remarqué qu'ils sont bien conscients et d'une façon assez brillante de cette possibilité, de cette dynamique de l'administration Biden qui a créé dans le Moyen-Orient ou qui hérite au Moyen-Orient. L'autre point qui est aussi intéressant, c'est les attentes de M. Biden vis-à-vis de l'Iran dans, Pierre Pahlavi l'appelle la souveraineté iranienne, mais dans le côté critique de l'Iran et sa politique, on le voit comme expansion et une exportation d'une révolution religieuse et plus les sectaires, les chiites. Alors pour une majorité des arabo-sunnites, on voit plutôt sous ce prisme l'importance ou la montée de l'Iran ou son expansion dans la région. Et à ce moment, au moment où Obama a fait un beau peut-être deal avec l'Iran ou le régime iranien, et ce même deal a été dénoncé dans des cas comme en Syrie par l'opposition syrienne ou par les autres puissances alliées des Américains, qu'ils soient Israël ou l'Arabie saoudite ou autres. Pourquoi? Parce que lui, il a vendu, entre guillemets, la cause, par exemple, de l'opposition syrienne
en faveur de l'Iran. Et il a laissé tomber le nation building en Irak en faveur d'une influence iranienne plus élargie. Ça, c'est discutable et certainement, c'est un sujet de débat que vous voyez généralement dans cet aspect des choses et dans ce dossier en pratique. Donc, on s'attend de M. Biden de peut-être reprendre les pendules à un autre niveau où les Iraniens, le régime iranien, dire, ne soit pas en position peut-être de s'imposer dans son voisin. Ça, une question ouverte pour l'administration Biden. Deuxième peut-être question en relation avec ça, c'est le défi libanais. Comme vous le savez, l'État du Liban s'effrite, il est presque dans une descente aux enfers, et on voit que l'échec de la diplomatie française est criant pour sauver le pays, avec une classe politique qui est certainement la plus corrompue peut-être et la moins souciante du sort de son pays. Alors, on va s'attendre. Est-ce que l'administration Biden va, par exemple, révéler, comme ils ont fait dans le meurtre odieux de Jamal Khashoggi, que le rapport de FBI sur la double explosion sur le port de Beyrouth? Est-ce qu'ils vont dire qu'est-ce qui est arrivé au juste ou on va laisser ça en cachette et pratiquement ne pas venir à la rescousse de ce qu'on croit être une certaine démocratie libérale, parlementaire, avec un confessionnalisme maladif qui la prend presque en grippe. Alors, ce point est aussi important pour une raison, c'est que beaucoup de la crise libanaise est due à des sanctions américaines contre le Hezbollah et par ricochet contre l'Iran. Et par contre, le Hezbollah, c'est le fleuron de l'expansion iranienne dans la région et dans la politique de l'empowerment des communautés chiites. Je vois mal comment les Iraniens vont laisser le Hezbollah tomber et je vois mal comment les Américains vont sauver le Liban en gardant les mêmes sanctions imposées par l'administration Trump. Alors ça, c'est un point important avec lequel je me permets, entre parenthèses et rapidement, que les Américains, généralement, ont utilisé le Liban et la Syrie en sous-traitance, outsourcing. Et ça a été bien signifié par Pierre Pahlavi et Lénine Chinoki dans le cas syrien, que cette sous-traitance, elle est quand même limitée pour la simple raison. La Russie est incapable de sauver la Syrie ou de la reconstruire. Ils sont capables, pour sûr, les Russes, pour maintenir le président Assad au pouvoir, mais ils sont incapables d'aller réconcilier les Syriens ou reconstruire la Syrie, d'où la diplomatie russe qui va maintenant dans la région du Golfe essayer de chercher une porte de sortie pour le régime Assad pour qu'ils aient plus d'argent, le pétrole, de pétrodollars pour reconstruire la Syrie, entre autres certainement. Et le point qui est aussi intéressant à regarder, c'est le deuxième point, c'est la question de la Turquie et les Kurdes. Certainement, ici, une remarque sur l'équipe Biden. C'est pourquoi les gens sont un peu angoissés de savoir qu'est-ce qu'il va faire. On remarque que dans l'équipe Biden, il y a des gens, à la Philip Gordon par exemple, qui est plutôt pro-régime Assad, assez peut-être conciliant avec les autres politiques de la Turquie ou autres, mais on voit d'autres qui sont plus pro-kurdes contre la politique américaine, et carrément comme Brett McGurk ou Zahra Bell, qui est responsable maintenant dans la région. Alors, on ne sait pas au juste comment on va aller avec le Robert Malley, qui est plus en douceur, qui peut être en douceur et séduisant avec les Iraniens et même avec le régime Assad, ou on va aller avec l'équipe qui est contre. Alors, sur ce point, il faut soit être patient, soit donner à M. Biden peut-être le temps de sortir de la première attaque contre la pandémie COVID et voir si jamais il va regarder encore une fois vers la politique internationale et le Moyen-Orient d'une façon non pas de sous-traitance, mais d'implication directe au moins
peut-être d'une façon plus efficace. Dernière remarque, c'est une question pour clôturer, c'est quel avenir pour le printemps arabe avec Biden? Est-ce qu'on va revenir à cette diplomatie de la promotion des droits de la personne et des valeurs, même s'il y a beaucoup de doses d'hypocrisie là-dedans ou de politique de façade, mais il reste que les États-Unis sont plus soucieux à titre comparatif que d'autres puissances, la Russie, la Chine, dans la question de la promotion des droits de la personne. Peut-être ce n'est pas si sérieux, mais au moins c'est plus important de ce que la Russie et la Chine cachent pour ce Moyen-Orient. Entre parenthèses, la question des Ouïghours est plus suscitée en Occident et chez quelques élites libérales, mais jamais par les pays arabes ou musulmans qui sont en bon lien avec la Chine. Alors ici, la question va se poser, est-ce qu'on aura un régime arabe qui est en changement? Est-ce qu'on va appeler à un changement plus sérieux des Américains? Est-ce qu'on va appeler à des réformes politiques? Ou on va revenir à une école classique américaine, la stabilité? On va dire c'est la stabilité qui va dominer et on garde la question des droits de la personne ou des valeurs pour peut-être une autre époque ou une autre décennie en ce sens. Voilà, c'est un peu ce que je crois pourrait être des éléments qui répondent en complémentarité à quelques soucis des deux panels, ou au moins ça ouvre, surtout pour nos jeunes et la relève de nos étudiants et étudiantes, pour aussi essayer de nuancer un peu quelques aspects de ces dossiers très complexes. Et je termine peut-être par quelque chose qui est dit par Anthony Blinken, et je crois que c'est un peu, il reflète une bonne perception dans la région. Il dit parier contre l'Amérique n'est jamais un bon pari. Et ça, c'est pour un francophone américain, c'est très bien dit, c'est très bien exprimé, mais cela montre que cette région peut-être est incapable de ne pas avoir un ordonnateur, une force qui pourrait promouvoir peut-être ces dossiers. Mais malheureusement, cette force-là, cette puissance-là peut encore faire des dégâts parce qu'elle va chercher ses propres intérêts. Et certainement, le cas exemplaire, tragique exemplaire, c'est la question palestinienne, où on voit très bien aujourd'hui Israël est presque dans une crise politique, dans une crise de son système électoral, incapable de chercher une stabilité, et on voit que les Palestiniens sont incapables aussi de renouveler leur légitimité de leur leadership, ni du côté de l'autorité palestinienne, ni du côté de Hamas. Alors, ça nous donne peut-être une vue pessimiste sur la région. J'espère qu'on pourrait la dissiper sous l'administration Biden, sinon dans peut-être les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samy. Merci pour cette merveilleuse synthèse qui nous rappelle à quel point on a abordé toutes sortes d'enjeux aujourd'hui, des enjeux, les défis qui restent entiers pour le Moyen-Orient, pour un président qui arrive en poste aussi, M. Biden, et qui est confronté à des crises de politique intérieure immenses. On le voit, la pandémie, la crise économique, les questions raciales aux États-Unis. La question climatique aussi retient beaucoup l'attention de cette administration et de ce président. Et comme tous les présidents, M. Biden devra faire des choix. Il n'a pas beaucoup de temps pour gouverner, mettre en œuvre ses diverses priorités. Et ce qu'on entend bien aujourd'hui, je pense que Samy, tu l'as très, très bien rappelé, c'est que Biden nous a dit, oui, America is back à l'échelle internationale, mais il y a une limite à ce que les États-Unis peuvent faire et à ce que Biden pourra faire durant les 4 années de son premier mandat au moins. En même temps, j'aime bien ce que tu as dit. Je te cite, vous voulez peut-être parfois quitter le Moyen-Orient, mais le Moyen-Orient ne vous quittera pas. Donc, peut-être que M. Biden sera rattrapé à un moment donné par des événements internationaux au Moyen-Orient qui l'obligeront à délaisser certains dossiers qu'il veut prioriser pour se concentrer
davantage sur cette région. Et on a déjà vu ça dans le passé. Même M. Trump a dû prendre des décisions par rapport à la Syrie à un certain moment, alors qu'il était peut-être pas très intéressé par la région au début de sa présidence. Et cette phrase-là rappelle les propos de Gregory Gause aujourd'hui, qui nous a même cité le film Le Parrain en nous disant une phrase célèbre qu'on entend dans le film et qui rappelle ce que tu nous as dit. Parfois, on veut quitter une région, mais elle nous rattrape et elle nous ramène. Elle nous oblige à se concentrer sur celle-ci. Donc, merci encore, Samy. Toujours très intéressant de t'entendre. Cette capacité de synthèse qui, Étienne, m'impressionne tout le temps. Je pense que ta synthèse nous permet de revenir sur ce qu'étaient les grands objectifs de ce colloque, mieux connaître les détails de la politique étrangère de Biden au Moyen-Orient, au-delà des grands engagements, qu'est-ce qui sera fait? C'est ce qu'on a abordé durant les ateliers notamment. Quels seront les défis de Biden dans la région? Tu as parlé de l'Iran, le conflit israélo-palestinien. On a abordé la question de l'Afghanistan aujourd'hui, la question de l'Irak. On a parlé de beaucoup de choses. Et on a parlé aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant, du fait que les États-Unis ne peuvent plus ne pas réfléchir à la compétition avec les superpuissances chinoises et russes, et que le Moyen-Orient est quand même un théâtre important de cette compétition, notamment sur les questions énergétiques. Donc, ça nous a permis aussi, ce colloque, je trouve, de mieux connaître les perceptions, les attentes des pays du Moyen-Orient, notamment en Iran. Je me rappelle notamment des propos de Twitter Parsi là-dessus et de Pierre Pallavi. Donc, merci beaucoup, Samy, pour cette belle synthèse. Je vais remercier aussi un certain nombre de personnes qui ont rendu ce colloque possible. D'abord, les conférenciers, conférencières, Milo Chenoufi, Pierre Pallavi, Joanne Deas, Gregory Gause, Twitter Parsi, Paul Lanz. Merci beaucoup. Thank you, Gregory, Trita, and Paul, for being with us today. Je remercie notre principal partenaire pour l'événement d'aujourd'hui, le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Un merci personnel à Samy Aoun, encore une fois. Merci pour la synthèse, mais merci pour ton travail de direction de l'Observatoire du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Merci à Mylène de Repentigny-Corbeil, Julie-Pierre Nadeau, qui ont animé, ma foi, de brillante façon ces deux ateliers où on a eu droit à des conférenciers, conférencières passionnés qui avaient beaucoup de choses à dire. Et le défi sur Zoom, c'est de faire respecter le temps, bien plus qu'en personne. Et merci à Mylène et Julie-Pierre Nadeau, Mylène de Repentigny et Julie-Pierre Nadeau, qui, en plus de contribuer à l'organisation de ces ateliers, ont fait un job exemplaire à l'animation de ces ateliers. Ce n'est pas toujours évident. Donc, merci beaucoup. À l'équipe administrative de la chaire également, Ivana Michelin, Françoise Conéa et Louis Collerette. Merci au consulat général des États-Unis à Montréal, à Anna Escrojima et à son collègue qu'on a entendu au début du colloque. Et en terminant, j'attire votre attention sur le fait que la chaire Raoul Dandurand tiendra d'autres activités, d'autres webinaires au cours des prochaines semaines. Mercredi, le 31 mars, à 12h30, on vous propose un webinaire sur les questions de santé liées à la fermeture de la frontière dans le contexte de la COVID-19, comment ça affecte cette fermeture de la frontière, l'accès aux soins de santé dans les régions frontalières. Ça, c'est le 31 mars. Le 7 avril, on vous propose un webinaire sur le thème « Tokyo et Pékin, le mythe de l'apolitisme des Jeux olympiques ». Et tout ça est gratuit. Toute l'information est sur notre site Internet au www.dandurand.com.ca. On a un balado, on fait toutes sortes de choses. Donc, venez nous voir et merci à vous. Je termine là-dessus, de votre confiance et d'avoir assisté à ce colloque d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et on l'espère, on pourra se voir en personne au prochain colloque de l'OMA. Salut. Merci beaucoup.